Allez, bon. Donc, je vais inaugurer, donc, c'est lundi de la FHU. Merci à l'équipe de Glimmer d'organiser ça. Je pense que c'est important. Donc, on va parler aujourd'hui du Work Package 3 oncologie digestive qu'on co-coordonne avec Jean-Baptiste Bachet. Moi, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine dans le service oncologie et je vais vous parler de ce qu'on sait faire le mieux dans l'équipe, c'est-à-dire l'immunothérapie, en particulier pour les cancers MSI avec instabilité microsatellitaire. Mes liens d'intérêt. Hop. Donc, j'ai tourné ma présentation sur vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on marche, comment on fonctionne, comment on avance et avec qui on collabore et pourquoi on peut avoir besoin du reste des équipes de Glimmer pour bosser. Donc, on est un service d'oncologie qui fait pas mal de recherches cliniques. On va de la phase 1 à la phase 4, ce qui nous permet euh, d'avoir des nouveaux médicaments comme des phases 3 randomisées. Vous voyez une photo de l'équipe d'il y a quelques années, j'avais encore deux, trois cheveux là-dessus, et avec pas mal d'inclusions par an. Dans tous ces essais-là, ça nous a notamment permis d'avoir accès aux immunothérapies au tout début du développement de l'immunothérapie pour les cancers MSI. Tout ça, ça se fait aussi avec l'accompagnement de l'IUC, l'Institut universitaire de cancérologie de Sorbonne Université, le CIRIC Curamus, mais Alex Duval va en parler bien mieux, et puis le groupe coopérateur GERCOR avec lequel on travaille à la fois Jean-Baptiste et moi, qui assure la promotion d'essais cliniques. C'est une association qui s'occupe de la promotion d'essais cliniques en cancérologie, et grâce à laquelle on a pu développer un certain nombre d'essais cliniques faits maison, académiques, avec et des données cliniques et du matériel tumoral ou du sang ou des selles pour les cancers MSI. Donc simplement pour dresser euh, brièvement le paysage des cancers MSI et de l'immunothérapie, pour ceux qui savent pas, le cancer MSI, c'est un phénotype tumoral très particulier qu'on est capable de détecter en faisant certaines analyses sur la tumeur. Ça peut se développer dans le cas des syndromes de Lynch, des prédispositions au cancer digestif. Et il se trouve que ce sont des cancers qui sont hautement sensibles à l'immunothérapie. Et là, je vous ai mis les résultats d'une étude à laquelle notre chef de service, Thierry André, a participé et a présenté les résultats qui montrent qu'une combinaison d'immunothérapie fait bien mieux que la chimiothérapie et fait mieux aussi qu'une immunothérapie simple, une monothérapie anti-PD1. Donc ça a complètement révolutionné la prise en charge des cancers colorectal métastatiques. On a participé à ces essais cliniques et on continue à le faire. Et en pratique, qu'est-ce qu'on a? En situation métastatique des cancers colorectaux, on a différents essais cliniques qu'on a pu monter avec le GERCOR, en particulier des essais qui testent des combinaisons d'immunothérapie anti-PD1 et anti-CTLA4 avec donc des données cliniques, mais également un recueil de sang, un recueil de tumeurs, et dans certains essais, en fonction de la faisabilité financière notamment, recueil de selles, avec des essais qui étaient d'abord en troisième ligne, puis en première et deuxième ligne, et également en ce moment un essai clinique NIPI-Rescue, qui est une combinaison d'immunothérapie pour les patients qui sont en échec d'un anti-PD1 seul. Donc ça, c'est des essais cliniques à partir desquels on peut faire des études translationnelles, avec lesquelles on travaille avec Alex Duval, et pour lesquelles la communauté Glimmer est bien évidemment invitée à participer. S'il y a des questions à poser, on peut voir s'il y a du matériel disponible ou des données cliniques disponibles pour faire ces analyses. Et puis au-delà des essais cliniques, on a l'expérience de notre centre avec une cohorte monocentrique prospective qu'on a mise en place avec plus de 250 patients inclus. On a les données cliniques des patients et les tumeurs. Et ça permet de répondre à différentes questions qui seraient pas forcément, auxquelles les laboratoires ne répondraient pas forcément. Je vous donne pour exemple la question qu'on a posée qui est qui sont les patients qui ont besoin d'une combinaison d'immunothérapie par rapport à une monothérapie, parce que la monothérapie marche très bien et a moins d'effets secondaires que la combinaison, mais ça fait moins bien que la combinaison. Donc il y a certains patients pour qui il faut vraiment faire la combo et pour d'autres il faut faire la mono. On a fait des premières analyses sur les données cliniques de la cohorte immuno-MSI pour montrer que les femmes, l'absence de métastases hépatiques, le fait d'avoir une tumeur qui était initialement localisée du côté gauche du côlon était plus favorable à une valeur ajoutée de l'immunothérapie.
Ça reste évidemment des travaux qui méritent d'être confirmés, mais en tout cas, c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire par le matériel qu'on a à disposition, soit à Saint-Antoine, soit à Gercourt. Pour les cancers localisés, là pour le coup c'est bien plus fréquent, les tumeurs MSI dans les cancers localisés, ce qu'on sait, et le tableau on s'en fiche, ce qui compte c'est de dire qu'il y a 2 tiers de tumeurs qui sont stérilisées quand on fait de l'immunothérapie préopératoire, ce qui, avec différents essais qui ont notamment été menés au GERCOR, et donc pour lequel on a du matériel tumoral et ou sanguin. Et en fait, ça mène à des nouvelles stratégies d'immunothérapie exclusive, curative, sans chirurgie pour ces patients-là. Ah, c'est une étude qui a été faite à gauche où on voit que 100% des patients avec un cancer du rectum MSI traités par immunothérapie ont pu ne pas être opérés, que 82% des patients avec un cancer du côlon traités par immunothérapie ont pu ne pas être opérés, et qu'on était à 60% dans les cancers de l'estomac, ce qui est absolument majeur, parce que ça veut dire qu'on peut éviter des chirurgies délabrantes à ces personnes-là. Et je vous ai mis un exemple de photo d'un patient qui avait un cancer du bas rectum localement avancé, avec un gros truc pas joli, et à l'endoscopie et à l'IRM, et qui, 2 ans plus tard, je l'ai revu là il y a quelques semaines, est en réponse complète. Donc, ça a été une vraie révolution, cette immunothérapie pour ces patients, puisque ça permet de guérir a priori. On n'a pas beaucoup de recul, mais en tout cas, ça permet d'éviter des chirurgies délabrantes, et ça, c'est quand même exceptionnel. Et donc, on continue sur cette voie-là, et on vient de lancer, là, il y a 2 semaines, un essai clinique randomisé pour les patients avec un cancer du côlon. Normalement, on opère et on fait éventuellement de la chimiothérapie adjuvante. Et bien là, on va faire soit ça, soit de l'immunothérapie sans chirurgie, avec une stratégie de préservation, de désescalade chirurgicale. Ça nous permettra d'avoir des données d'efficacité, de faisabilité, de tolérance et également de qualité de vie dans le bras classique ou le bras avec de l'immunothérapie. Et donc voilà, les questions en suspens à ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on peut avoir besoin de l'aide de toute la communauté Glimmer, c'est le bon diagnostic, parce qu'il y a parfois, on se trompe dans les cancers, on dit qu'ils sont MSI alors qu'ils ne le sont pas. C'est un truc sur lequel on travaille beaucoup avec Alex Duval. Pour les cancers métastatiques, il y a une vraie question de qui doit être traité par combinaison, qui doit être traité par monothérapie et pour quelle durée. Et aussi, comment est-ce qu'on fait pour les patients pour lesquels on n'aura pas de données randomisées parce que ce sont des localisations rares et donc un essai randomisé n'est pas faisable. Et puis pour les cancers localisés MSI, on a également des problèmes, je dirais, de démocratie sanitaire avec des problèmes de remboursement, en particulier pour les cancers du rectum et de l'estomac, où a priori on n'aura jamais d'essai randomisé, donc pas de randomisation égale pas de faisabilité de l'évaluation de la valeur ajoutée du traitement et donc pas de remboursement. Et puis on a besoin des radiologues, des endoscopistes, des biologistes pour nous aider à prédire l'absence de réponse complète pathologique et donc la nécessité d'opérer ces patients avec un cancer localisé MSI. Et puis, il faut qu'on soit voilà, capable d'évaluer l'intérêt de cette stratégie pour les chirurgies peu morbides et ce qu'on va faire avec l'essai prémisse, qui justement va comparer, randomiser en tout cas, entre chirurgie peu morbide, une colectomie, versus une stratégie de préservation d'organes. J'en ai fini. Je ne sais pas si vous voulez qu'on pose des questions maintenant ou plus tard, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, On peut passer aux questions maintenant, Romain, si ça te va. ouais, bien sûr. Donc, tu, euh, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Non, pas particulièrement. Tu as surtout parlé du cancer du côlon métastatique MSI. Je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui que le standard of care est l'immunothérapie. Vous avez d'autres études en cours pour l'estomac MSI, pour... euh, Alors, en fait, on a 2 situations. Alors, il y a l'endomètre, mais ça, c'est hors Glimmer. Pour Glimmer, on a l'estomac et puis on a euh, le digestif non colorectal, non gastrique. Pour l'estomac, la difficulté, c'est qu'en fait, on a une AMM pour tous les cancers métastatiques de l'estomac s'ils ont une expression de PDL1 à plus d'un certain seuil, ce qui permet de faire chimio plus immuno, mais c'est pas spécifique au cancer MSI et on ne sait pas si le fait de faire euh, la chimio combinée à l'immuno n'est pas un peu délétère sur l'efficacité de l'immuno. Ça, on n'en sait rien.
Ça, c'est le premier point. Et donc, notre problème, c'est que faire de la recherche spécifiquement dans le MSI gastrique, ça sera pas si facile. On a une étude qui est un projet très important pour Glimmer, mais qui est en dehors des cancers MSI, qui est une étude avec le Faecalibacterium prausnitzii, EXL01. le XL01, où on Ouais. fait chimio-immuno plus ou moins le XL01. Et on a exclu de cette étude les patients MSI parce qu'on ne voulait pas biaiser les résultats. Les résultats de Ouais. l'immuno sont tellement exceptionnels qu'il ne fallait pas que les patients MSI puissent être inclus et altérer un Pour, éventuel signal poussé dans un sens ou dans l'autre. pour réexpliquer brièvement aux aux spectateurs, Faecalibacterium prausnitzii, l'argumentaire, c'est de donner en gélule une bactérie bénéfique du microbiote intestinal avec des effets anti-inflammatoires qui pourraient améliorer la réponse immunitaire locale du cancer et d'autres pathologies. Qui est une bactérie qui a montré son effet déjà d'un point de vue purement en termes de signal, puisque les patients répondeurs à l'immunothérapie sont les patients qui présentent du Faecalibacterium prausnitzii. Ouais. On a aussi les infos via toutes les données de transplantation fécale, où quand il y a quand il y a du Faecalibacterium prausnitzii, il y a un effet thérapeutique. Donc ça, effectivement, c'est un essai qui est extrêmement important et qui est en cours, et là, vraiment, toute la communauté sera mise à contribution parce qu'il y a des projets translationnels qui vont commencer euh, courant 2026 et on aura besoin de l'aide de tout le monde pour bosser là-dessus. Et puis, dans les non colorectaux, non gastriques, on a un essai randomisé d'immunothérapie parce que c'est des populations rares et on a eu la chance avec Thierry André de pouvoir, et l'INCA, d'avoir les soutiens de l'INCA pour faire une étude comparative, chimio versus immuno, avec un accès possible à l'immuno pour les patients tirés dans le brosseur d'embrase chimio et qui échappent à la chimio, euh, justement pour avoir un niveau de preuve suffisant, peut-être un jour un remboursement pour cette immuno pour les cancers MSI qui sont ni de l'estomac, ni du côlon du rectum. D'accord, merci beaucoup Romain. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On va passer à la deuxième présentation et je vais laisser Nathalie prendre la relève. Et du coup, la deuxième présentation, elle va être faite par le professeur Jean-Baptiste Bachet, donc qui est au service des pathologies à la Pitié. Jean-Baptiste, si vous pouvez partager vos diapositives. C'est tout bon. Et vous avez votre micro éteint aussi. Bon, excusez-moi, autant pour moi. Bon, alors, moi je vous ai fait quelque chose qui résume un peu ce qu'on a fait depuis plus de 15 ans maintenant, presque 20 ans bientôt, le temps passe. Et donc, je vous ai fait un peu du contexte parce que moi je travaille beaucoup sur les... Bon, même si on travaille avec Romain, on adresse des patients à Saint-Antoine quand ils sont MSI, etc. Mais on a une thématique propre développée qui est plutôt sur les adénocarcinomes du pancréas. Alors, bien évidemment, en clinique, on va en reparler, mais beaucoup en recherche transnationnelle. Et bien évidemment, malheureusement, pour les cancers du pancréas, on n'en est pas au même stade que pour les cancers du côlon MSI ou pour les tumeurs MSI. Donc, l'historique de tout ça, c'est quoi? Alors, le contexte, c'est qu'actuellement, les cancers du pancréas, c'est de très loin le deuxième cancer digestif, hein, puisqu'on a près de 16 000 nouveaux cas en 2025, et qu'il faut se rendre compte que l'incidence a doublé depuis 2008. C'est-à-dire qu'en 17 ans, on a 2 fois plus de cancers du pancréas qu'il y en avait. Et ça continue à augmenter de 2, 3, 4% par an, peut-être un peu plus chez les femmes que chez les hommes. On a un sexe ratio qui se rapproche de 1 désormais. Et c'est un des cancers qui a le pronostic désormais le plus péjoratif, puisque contrairement à d'autres cancers qui étaient graves, comme les mélanomes, par exemple, où les cancers du poumon, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Et ben, pour les cancers du pancréas, les progrès se font attendre. Et on garde un taux de survie à 5 ans, tout stade confondu, qui est inférieur à 5%. Excusez-moi, il y a une erreur. Donc, il y a peu de progrès qui ont été faits ces dernières années parce que c'est un cancer qui est particulièrement chimio-résistant, radio-résistant.
qu'il y a eu des dizaines d'études de phase 3 qui ont évalué des nouvelles combinaisons de cytotoxiques, qui ont évalué des thérapies ciblées, qui ont évalué de l'immunothérapie. Toutes ces études se sont avérées négatives et qu'on a on a eu un vrai retard en recherche translationnelle pour la simple et bonne raison que le cancer du pancréas, le pancréas, c'est un organe qui est très profond et qu'on avait peu de matériel tumoral, que ce soit en termes de qualité ou en quantité, pour faire de la bonne recherche translationnelle. On a été très longtemps limité, on reste en grande partie limité par les prélèvements qui sont en paraffine, hein. Il n'y a quasiment pas de prélèvements congés, parce que les seules grosses pièces opératoires qu'on opère, c'est les pièces de pancréatectomie. Et en fait, si vous ouvrez la pièce pour congeler, vous perdez les marges de résection. Et donc ça, c'est pas simple à faire. Et qu'ensuite, en situation métastatique ou avancée, vous vous retrouvez avec des carottes biopsiques qui sont toutes petites et du matériel qui est le plus souvent en paraffine. Donc il y a eu un vrai retard par rapport à tout ce qu'il y avait dans les autres cancers. Donc tout ça, moi, ça fait un peu l'objet de ma mobilité donc en 2009-2010. Donc à cette époque-là, on avait constitué une grande cohorte de patients sur la PHP avec 5 centres de la PHP. On avait pu constituer une base de données de près de 500 patients qui avaient eu une résection pancréatique. Et à partir de cette base de données de 500 patients, on a pu mener beaucoup de travaux translationnels. Alors beaucoup au départ par immunohistochimie, hein, en évaluant l'expression protéique de différents biomarqueurs pronostiques ou prédictifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a ensuite travaillé sur les transcriptomes. Et là, actuellement, il y a des signatures transcriptomiques qui ont permis de sous-classifier les cancers du pancréas en au moins 2 grands sous-types tumoraux. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur les signatures du stroma. Le stroma étant une composante extrêmement importante dans le développement des cancers du pancréas. Et on voit qu'il y a différents types de stroma qui ont une valeur pronostique qui n'est pas tout à fait la même. Et puis encore plus récemment, il y a des signatures prédictives transcriptomiques de l'efficacité de certains cytotoxiques, notamment de la gemcitabine, qui ont été proposées. Mais tout ça a été fait à partir de tumeurs réséquées de cancer du pancréas. On a aussi travaillé sur l'ADN avec des sous-groupes spécifiques des tumeurs qui sont KRAS non mutées. Donc c'est 10% seulement des tumeurs qui sont KRAS non mutées, 90% une mutation KRAS de différents types. Et puis, on a également fait différentes publications sur l'ADN tumoral circulant, sur sa valeur pronostique, sur la valeur pronostique précoce de son évolution sous traitement. Et tout ça a été mené avec le Centre de recherche des Cordeliers. Donc, moi, je suis à l'INSERM 1138 avec Pierre-Laurent Puig. Et puis, des collaborations avec les centres français, en premier lieu la PHP, que ce soit Beaujon, Pompidou, Saint-Antoine, Paul Brousse, et puis internationaux avec là où j'ai fait ma mobilité à Erasme, Belgique, et puis là, plus récemment, avec le Royal Hospital à Shanghai. En parallèle de ça, on mène des travaux de recherche clinique chez les patients qui sont pris en charge pour un carcinome du pancréas à tous les stades. Il y a 4 groupes pour les cancers du pancréas. Il y a ceux qui sont résécables d'emblée, il y a ceux qui sont à la limite de la résécabilité qu'on appelle borderline, il y a les localement avancés et les métastatiques. Et donc, on a amené des études rétrospectives, prospectives, académiques et industrielles depuis ces 20 ans. Mais je vous dis, pour l'instant, sans grand retentissement clinique de tout ça, à part le FOLFIRINOX, mais pas beaucoup d'avancées en termes thérapeutiques. En termes de translationnel, il y a des choses qui apparaissent, mais encore aujourd'hui, ça reste du domaine de la recherche, puisque aucun biomarqueur en immunohistochimie, aucune signature transcriptomique, ou même l'ADN tumoral circulant n'est utilisable en routine clinique. Tout ça ne sont que des travaux de recherche, et la seule chose qui peut avoir un peu avancé, c'est la recherche des mutations KRAS chez les patients qui peuvent éventuellement être éligibles à des deuxième, troisième lignes. On va rechercher pour éventuellement rechercher les rares altérations qu'on peut cibler pour les tumeurs KRAS non mutées. Donc les travaux en cours, on continue sur ce chemin plein d'embûches, puisque rien n'est simple. Donc actuellement, on a des projets d'évaluation des signatures transcriptomiques qui ont été développés chez les patients et les tumeurs réséquées. Et donc là, on essaye d'évaluer la valeur pronostique et prédictive de ces signatures chez les patients métastatiques, mais avec une problématique qui est encore une fois la qualité et la quantité du matériel tumoral chez ces patients, parce qu'on est extrêmement limité en termes de matériel tumoral. Et donc, on a au minimum 30 à 40% d'échecs d'extraction chez ces patients, sans compter les problèmes
d'antériorité du matériel qui pose aussi souci pour du RNA sec. Et ensuite, on a tout le problème de l'hétérogénéité des organes prélevés. Parce que quand on fait des signatures transcriptomiques à partir de pancréas et que tous les patients ont été opérés du pancréas, bah, vous avez un seul biais de contamination qui est le parenchyme pancréatique à usage sang. Quand vous avez des prélèvements qui viennent du péritoine, du foie, de ganglions, etc., bah, vous avez un bruit de fond qui est totalement lié aux organes. Et donc là, c'est d'autant plus compliqué de sortir les vraies signatures et les valeurs pronostiques ou prédictives de celles-ci. On continue à travailler sur l'ADN tumoral circulant avec une idée, c'est de valider précocement la valeur pronostique de son évolution sous traitement. Et donc à J14, probablement, on pourrait dire si les patients répondent ou pas au traitement et changer de traitement, en sachant qu'actuellement, il y a un patient sur deux qui est éligible à une deuxième ligne. Et donc, le fait de pouvoir savoir rapidement si le traitement est efficace ou pas, bah, pourrait amener à ce que plus de patients puissent potentiellement bénéficier d'une deuxième ligne potentiellement efficace. Et puis c'est ce qu'on discutait au tout début, c'est là une cohorte qu'on a constituée au sein de la PHP également, avec 5 centres de la PHP, et Patrick qui parlera après, sur des patients qui ont des mutations germinales d'ATM. Donc les mutations germinales d'ATM, après les mutations de BRCA, c'est la deuxième mutation la plus fréquente associée au cancer du pancréas. Et pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur l'impact pronostique de ces mutations, sur l'impact potentiellement prédictif pour certains traitements. Et donc, on est en train de discuter des collaborations avec nos collègues américains du Memorial et du Johns Hopkins pour essayer de faire une grande série internationale multicentrique. Parce que pour l'instant, il y a zéro donnée dans la littérature en termes enfin, robuste, il y a que des petites choses. Et la question, c'est est-ce qu'il y aura une valeur pronostique prédictive? Est-ce qu'il y aura des recommandations spécifiques à faire pour ces patients? Donc tout ça est en cours. Il y a également des travaux sur le microbiote. Alors indirectement qui sont en cours de discussion, enfin, qui devraient ouvrir avec le GIRCOR. Il y a une étude qui va s'intéresser à essayer de donner des antibiotiques en deuxième ligne sous gemcitabine pour essayer de voir si finalement on ne pourrait pas augmenter l'efficacité de la gemcitabine en sachant qu'il y a quand même beaucoup de données sur le microbiote qui ont été rapportées et qui montrent que une partie du microbiote pourrait sécréter de la CDA, de la cytidine déaminase, qui est impliquée dans la destruction de la gemcitabine et dans l'élimination de la gemcitabine. Et donc peut-être que d'administrer des antibiotiques pourrait avoir une efficacité. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés avec le GIRCOR. Marc Ilmy et Paul Bougis pour la Pitié qui vont coordonner cette étude de phase 2 en deuxième ligne. Et ça pourrait donner un premier impact, si vous voulez, sur l'antibiotique et jouer sur le microbiote. Pour l'instant, c'est non démontré en termes prospectifs. Et voilà ce que je voulais vous dire en 2-3 diapos. Merci beaucoup pour la présentation. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Moi, je vais commencer avec une question très naïve parce que moi, je suis pas du tout du côté cancéro. Vous avez expliqué au début qu'il y avait une augmentation de l'incidence du cancer du pancréas. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi il y a cette augmentation et ouais, comment est-ce qu'on peut essayer de déterminer pourquoi il y a cette augmentation de l'incidence? Alors, c'est une excellente question et c'est finalement la question qui, en fait, conditionne un peu tout le reste. Parce que là, ce qu'on aimerait, c'est avoir des politiques de dépistage, mais on ne peut pas en avoir parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi l'incidence augmente tant. Donc, il y a des petites choses qu'on voit. Bon, c'est le tabac, l'obésité, peut-être un peu le diabète. Enfin, il y a des petites choses qui peuvent expliquer un petit peu une augmentation d'incidence, mais on n'arrive absolument pas à expliquer l'augmentation d'incidence actuelle. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur les pesticides, il y a des travaux qui ont été faits également sur les métaux lourds, qui tous amènent à une petite augmentation également, mais qui ne permettent pas en soi d'expliquer l'augmentation d'incidence. Et pour l'instant, on bute là-dessus. C'est peut-être totalement multifactoriel, hein. C'est peut-être les pesticides, plus les métaux lourds, plus je ne sais pas. Mais très clairement, il y a une explosion des cas de cancer du pancréas, au moins en France et dans certains pays. C'est pas homogène dans tous les pays, et ça, on bute très clairement là-dessus. Ok. Il y a beaucoup de travaux en cours, hein. Mais, alors moi, Oui, c'est pas mathématique, mais il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. c'est vrai que c'est des cancers qu'on comprend pas, on comprend pas pourquoi ils arrivent, et à côté de ça, on a du mal à les traiter. On a pour l'instant peu ou pas de biomarqueurs sur le pronostic ou des cibles thérapeutiques efficaces pour améliorer de façon significative leur survie.
Par rapport aux mutations germinales ATM, il y a d'autres tumeurs, d'autres pathologies dans lesquelles c'est décrit ou pas du tout? Alors, si les mutations, alors ça, je laisserai Patrick en parler, qui est quand même beaucoup plus expert que moi sur l'oncogénétique. Les mutations d'ATM, elles sont beaucoup associées au cancer du sein également. Et D'accord. donc, alors je sais, cancer du sein, cancer du pancréas, mais il doit y avoir d'autres types de cancers. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a aucune recommandation actuellement de dépistage chez ces patients et les mutations germinales ATM. Et Patrick va rebondir. D'accord. Bah, Alors tout à fait, c'est ça nous fait faire le lien parfaitement Attendez, laissez-le répondre pour à la la suite. question parce que c'est. J'ai pas grand-chose à ajouter. En effet, c'est principalement ces deux cancers. Il y a probablement une association moindre avec le cancer du poumon, cancer de l'ovaire et hémopathie. Et en effet, il y a des difficultés à établir des recommandations de dépistage des cancers chez les porteurs de variants pathogènes dans ce gène ATM. On va regarder s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas. Pas de questions pour Non. le moment. On va te laisser la main, Patrick. Alors, Pour la troisième présentation sur les prédispositions génétiques au cancer digestif. Et là, on va donc parler d'oncogénétique. donc merci Nathan et Nathalie. Je vais commencer par vous présenter l'équipe. Donc, on a une UF d'oncogénétique clinique qui est basée à La Pitié, avec également une petite équipe qui fait l'oncogénétique à Saint-Antoine et qui là donc travaille avec nous, mais qui est officiellement affiliée à la chirurgie digestive de Yann Park. Donc là, vous avez l'équipe de La Pitié avec nos 2 collaborateurs de Saint-Antoine. Et donc le grand défi maintenant, et c'est ce dont je vais parler dans les 10 minutes qui viennent, c'est de personnaliser et d'alléger la prise en charge des porteurs de prédispositions génétiques au cancer digestif. Et donc, on a des centres de suivi pour justement les personnes à risque génétique de cancer digestif, avec le centre le plus actif qui est le centre de Saint-Antoine, affilié là à la chirurgie digestive, avec tout un programme de dépistage et de chirurgie de réduction de risque pour les patients à risque en collaboration avec les spécialités. Et c'est donc mon collègue Antoine Dardenne, jeune PH, qui s'investit beaucoup dans le centre de Saint-Antoine. Et puis maintenant, avant que quelqu'un soit inclus dans un centre de suivi, il faut qu'il soit diagnostiqué comme à risque génétique de cancer digestif. Donc ce qu'on fait en amont, et ce qui est quand même le gros de mon activité clinique et un peu l'activité de tout le monde chez nous, c'est donc on reçoit des patients adressés par l'oncologie digestive, par la chirurgie, voire par d'autres, en fonction du phénotype principalement personnel, donc clinique, biomarqueurs, pathologie, et un petit peu moins qu'avant de l'histoire familiale. On prescrit des tests génétiques constitutionnels, donc prise de sang pour l'ADN constitutionnel, en fonction du phénotype. Et donc là, ce sont les malades. Et quand on trouve une prédisposition chez un malade, on l'encourage fortement à informer sa famille. Les apparentés viennent se faire tester. Et on a donc aussi des porteurs asymptomatiques. Donc le syndrome de Lynch, c'est le principal syndrome de prédisposition au cancer du côlon. 3% des cancers du côlon sont liés au Lynch. La réciproque, c'est que quand on a un Lynch, on a un risque cumulé de cancer colorectal qui varie entre 20 et 60% selon le gène. Il y a 4 gènes associés au Lynch et le risque, il varie selon le gène concerné. Il n'y a pas que le côlon, il y a un risque très important de cancer de l'endomètre, autour de 50-60% pour la femme, un risque moindre de cancer de l'estomac notamment, de cancer des voies urinaires, beaucoup les urtères, un peu moins la vessie, et puis un risque qui est encore assez mal documenté et qui cause pas mal de soucis, c'est le risque de gliome. On va y revenir dans quelques secondes. Et juste un rappel des bases moléculaires, donc le Lynch est associé à des variants pathogènes, je parle plus de variants pathogènes que de mutations, mais les deux termes sont équivalents, de gènes de la famille du mésapareillement de base, qui sont au nombre de 4. Le syndrome a une transmission autosomique dominante, et vous voyez sur la figure en bas à gauche l'importance de ces dimères, de ces binômes de protéines codés par ces gènes pour justement l'excision et la réparation, la correction de ces mésapareillements de base. Et donc, quand il y a une protéine déficiente, à cause d'un variant dans un gène,
on a un risque augmenté des cancers que je viens de citer. Et puis pour faire le lien avec ce qu'a dit Romain, et ça fera certainement un lien avec ce que dira Alex tout à l'heure. Donc la personne est hétérozygote, donc tous les tissus sont hétérozygotes pour un variant MMR. Dans les tissus, une des premières étapes de l'oncogenèse, c'est un deuxième événement sur l'allèle sauvage, avec donc 2 allèles déficients, et dans la protéine, une déficience du mismatch repère. Ça, c'est le terme vraiment, entre guillemets, physiopathologique. La tumeur est MMR déficiente. Et cette déficience peut se mettre en évidence de 2 façons. Soit en testant l'expression des protéines MMR et en démontrant une perte d'expression d'une protéine, plus souvent de 2 protéines en binôme, en lien avec le gène portant le variant. Et aussi, l'autre moyen de le mettre en évidence, c'est l'étude des microsatellites et de montrer qu'il y a une instabilité microsatellite. Et là, ce sont les cancers MSI dont parlait Romain. Donc, déficience MMR, qu'on démontre avec immunohistochimie et ou recherche d'instabilité. Et quelques mots sur un travail qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une belle collaboration donc sur le Lynch avec les oncologues, les neuro-oncologues et les neuropathologistes. Comme je vous disais, le gliome, il plane un peu autour du Lynch, il est un peu là, de manière vague depuis des années, mais non plus que l'association n'a jamais été très bien décrite, et ça c'est un travail qu'on a publié il y a 2 ans, où on a repris 1225 gliomes non sélectionnés de la pitié, pour rechercher cette fameuse MMR déficience, et parmi les gliomes MMR déficients, lesquels correspondaient à un Lynch. La déficience MMR peut être due à des phénomènes purement acquis, donc hors Lynch. Et vous voyez ici que la prévalence de la déficience, elle est très faible, elle est de 9 sur les 1225. Parmi ces 9 cas, il y avait 6 Lynch. Mais ce qu'on voit à gauche est important parce qu'il s'avère que donc il y a plusieurs types de gliomes, et qu'il y a un type de gliome bien particulier, à des âges particuliers, qui est prédictif de la déficience MMR. Et donc, sur la figure de droite, comme je ne sais pas si vous voyez le pointeur, je vous dis, vous avez en bleu les glioblastomes IDH wild type, qui sont les tumeurs les plus agressives, les gliomes les plus agressifs. Et quand ces gliomes surviennent avant 50 ans, eh ben, on a une prévalence plus importante de déficience MMR. C'est donc un phénotype qui est prédictif de déficience MMR. Glioblastome, IDH wild type, avant 50 ans. Et ça a été démontré par 2 grosses études qui ont suivi de peu notre publication. Et maintenant, on va passer à une discussion de quelques minutes avec Nathan et Nathalie. Merci Patrick pour cette présentation. Euh, alors, pas de questions dans le chat, toujours pas. J'ai une question concernant c'est un sujet un peu brûlant ces derniers moments sur les very early onset cancer ou les early onset cancer, donc les cancers colorectaux ou les cancers digestifs de début précoce. On sait qu'il y en a de plus en plus. On les teste de plus en plus, on fait de plus en plus de NGS, mais finalement, quelle est la rentabilité de séquencer le génome de ces patients? Finalement, on essaye d'aller chercher des mutations, mais est-ce qu'elles sont plus fréquentes? Est-ce que... euh, pardon. Alors, tout à fait. Alors, chez les jeunes, alors, ce qui est intéressant dans le cancer du côlon, c'est que le phénotype est très, très informatif. Et chez les jeunes, s'il n'y a pas ce phénotype MMR déficient, s'il n'y a pas de polypose, le taux de détection de variants pathogènes est très faible. Donc moi, les jeunes, c'est avant 40 ans. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec Antoine Dardenne. Le phénotype nous guide beaucoup. Ça veut dire que l'augmentation d'incidence de ce cancer du jeune est multifactorielle et non, il n'y a pas une explosion du Lynch en population générale, c'est une augmentation d'incidence des cancers en général, quoi. Tout à fait, Enfin, parce que d'accès de la si tu veux, il carcinogénèse n'y a pas extérieure. d'enrichissement de variants pathogènes à mesure qu'on avance dans le temps. D'accord. Ouais. Patrick, Et, est-ce que... Ah, pardon, vas-y. oui, vas-y. Non, je voulais pas rebondir sur notre question de si vous pouvez nous citer un succès récent, du coup.
Donc voilà, un projet dont je voulais parler, c'est le projet Predi-Lynch. C'est donc un financement Horizon Europe d'un consortium européen auquel on participe, donc principalement Alex et moi. On est leader d'un Work Package. Et donc dans Lynch, on fait une surveillance. Donc là, je parle de porteurs qui vont bien, qui le plus souvent n'ont pas d'histoire de cancer. Surveillance qui est assez invasive, avec une coloscopie tous les 2 ans. Pour les femmes, un dépistage du cancer d'endomètre qui peut consister en une échographie endovaginale une fois par année et en une biopsie invasive de l'endomètre. Et pour les urines, on fait des tests d'urine, des cytologies, mais sans aucune évidence d'efficacité. Et puis Predi-Lynch va randomiser 2000 patients dans un groupe contrôle avec le suivi traditionnel et un groupe expérimental dans lequel seront prélevés une fois par année des liquides biologiques, sel, plasma, urine, prélèvement vaginal, dans lesquels sera recherché de l'ADN tumoral. Et spécifiquement, ce qu'on fera au laboratoire d'Alex, c'est qu'on cherchera dans ces prélèvements une instabilité microsatellite avec l'outil dédié développé par Alex qui s'appelle MSICare. Et donc, l'instabilité serait donc un indice de cancer incident chez ces porteurs qui sont suivis. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Et puis, je voulais juste Oui, dire 2 mots, parce qu'il nous oui. reste quelques minutes, Vas-y, Patrick, oui. d'un autre syndrome qui s'appelle le cancer gastrique diffus héréditaire. Donc là, on s'éloigne du côlon, on va vers l'estomac, lié à un gène qui s'appelle CDH1 qui code pour l'écadérine, qui est une protéine d'adhésion. Et c'est un syndrome très particulier parce que tous les porteurs de variant CDH1 ont dans leur estomac des foyers cancéreux, mais qui sont très précoces. Là, ce que vous voyez au milieu en haut, c'est une pièce de gastrectomie d'un porteur. Et il y a des papiers avec des dizaines de gastrectomies comme ça. Et les points jaunes sont des foyers PT1. Donc PT1, c'est le stade. C'est-à-dire que ce sont des petits foyers, vous voyez au milieu en bas, avec des cellules indépendantes. Donc ce sont des cancers gastriques à cellules indépendantes, à cellules peu cohésives, mais qui restent au niveau du chorion, qui n'atteignent pas la musculaire muqueuse. Et il y a un phénomène qui est assez dur à comprendre et qui pose beaucoup de questions en termes de suivi, c'est que ces foyers sont ubiquitaires, mais en même temps, seuls 10 à 30% des porteurs font un vrai cancer de l'estomac, un cancer qu'il faut traiter. Donc on est à 100% de foyers versus 30% maximum de vrais cancers. Et donc ce qu'on fait de plus en plus, c'est on surveille ces porteurs, alors que jusqu'à il y a quelques années, la seule prise en charge était la gastrectomie prophylactique. Tous les porteurs, on leur disait, vous avez ces foyers, on vous opère. Ces foyers sont indolents, on ne sait pas comment ils évoluent. Et là, c'est un travail avec Romain Lénart, qui est deuxième auteur, et Xavier Drey, de 20 porteurs suivis à Saint-Antoine, porteurs CDH1. Donc, on n'a pas opéré, qui n'ont pas voulu se faire opérer. On était tout à fait d'accord de les suivre, vu les progrès du suivi. Et vous voyez donc une ligne par porteur. La petite ligne verticale, ce sont des gastroscopies. Et les formes rouges, ce sont des foyers PT1A. Et ce qui est nouveau, c'est que on sait maintenant que quand on a ces foyers, on peut se permettre. Alors, on pense que, je ne veux pas être trop catégorique, on a des évidences pour dire que l'identification de ces foyers au suivi n'oblige pas à faire une chirurgie et nous permet de les suivre encore. Et si vous regardez par exemple la patiente P6F, elle a eu un foyer PT1A très tôt, on est 7 ans après, elle va bien. La P20F, elle a eu 2 fois des foyers, elle va bien, et ainsi de suite. Et juste sur cette thématique, puisqu'on est dans Glimmer, on a tous ces patients suivis, on a beaucoup de patients gastrectomisés, des jeunes de 20, 30, 40 ans qui n'ont jamais été obèses, qui n'ont pas eu de problème. Et je pense qu'il serait intéressant, parce que personne ne le fait, j'en ai parlé à un congrès de génétique, j'en ai discuté à un congrès d'oncogénétique il y a 3 semaines, de regarder quelles sont les conséquences de ces gastrectomies chez des jeunes sur le microbiote. On sait que ces jeunes ont des carences, ont des ostéoporoses, ont une qualité de vie très altérée. Et ce qu'on pourrait démontrer un jour, et Glimmer, on serait vraiment le terrain idéal, une altération du microbiote. C'est sûr que les patients gastrectomisés, totaux, qui font des complications sur l'arc chlorhydrique gastrique, on en voit de temps en temps. Romain, tu avais une question?
Oui, j'étais en train de me souvenir quelle était ma question. Euh, Ma question était, est-ce qu'on a une idée de, c'est plus humanité médicale que physiopathologie, de l'acceptabilité pour les patients de vivre dans cette incertitude de je vais me faire opérer, je peux me faire opérer, je me fais une opération. On a eu des études comme ça pour les mastectomies chez les femmes qui étaient à risque de cancer du sein. Est-ce qu'on a une idée, parce que c'est évidemment bien plus rare que le BRCA, de comment est-ce qu'ils vivent ces personnes sans cancer, mais avec cette question de la gastrectomie? Alors, je vais te répondre en deux temps. D'abord, je vais répondre précisément à ta question. Il y a un projet d'une équipe de sociologues, de Juliette Froger-Lefebvre de Sorbonne, qui se penche justement sur la chirurgie prophylactique en oncogénétique. Donc, elle interroge notamment des CDH1, dont beaucoup à Sorbonne sont suivis. Donc, elle aura la réponse à la question. Et moi, j'ai une vision un peu biaisée parce que on voit beaucoup de monde en deuxième avis, beaucoup de porteurs en deuxième avis. On leur a recommandé l'opération ailleurs, ils ne veulent pas se faire opérer, ils savent qu'ici, on a des endoscopistes excellents qui peuvent les suivre. Donc les gens sont en général assez en paix avec leur choix de surveillance. Voilà. Merci. Ina, tu avais une remarque Non. Merci Patrick en tout Ok, cas. merci. Un bel exemple de collaboration entre endoscopistes via la FHU et oncogénéticiens. Alors, euh, on a une question, pardon, pour terminer. Dernière question de Guy Gorotchov. Les foyers CDH1 sont-ils transitoires? Si on savait, ça c'est la question, c'est la grande question. Je reste là, mon hypothèse, ce qui frappe, c'est que quand on fait des endoscopies ou des gastrectomies chez les jeunes, on a un nombre absolument fou de foyers. Il y a clairement pas de. Et quand on fait la gastrectomie à 50-60 ans, on a parfois moins de foyers. En tout cas, on n'a pas plus de foyers avec l'âge. Donc clairement, c'est une possibilité. Et je me demande même s'ils apparaissent pas très tôt, à 10, 12, 15 ans, et peut-être qu'ils disparaissent avec le temps. Mais ça reste purement hypothétique. Merci beaucoup Patrick. Voilà, merci. On va passer à la dernière présentation, Nathalie. Du coup, la dernière présentation, ça sera d'Alex Duval qui dirige l'équipe instabilité des microsatellites au CRSA. Alex, si tu veux partager tes diapos. Voilà, est-ce que vous voyez mes Ouais, diapos? C'est bon. Très bien, oui. c'est parfait. Ok, super. Parfait, bah, je vous remercie pour cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler encore de cancer MSI, et effectivement dans un versant qui est plus associé à ce qu'on fait sur le site concernant une recherche, depuis une recherche assez fondamentale, mais qui est quand même très translationnelle. Et on a la chance d'être associé à des cliniciens comme Romain, Thierry, Patrick et d'autres pour effectivement investiguer ces tumeurs dans leur forme familiale ou somatique et en point de cancer. Et donc, je vais vous parler d'une recherche qu'on essaye d'être une recherche précise, effectivement, puisque la médecine de ces patients est aujourd'hui est dans quelque chose qui vient aussi de la recherche, je tiens à le préciser, et beaucoup de la recherche qui est aujourd'hui une médecine de précision, une clinique de précision. Voilà, donc ce qui est important, c'est que notre équipe, je la présenterai à la fin de cette petite intervention, est multidisciplinaire et on a eu la possibilité dès 2018 de décrocher un label CIRIC, qui est quelque chose qui a vraiment un peu bouleversé la manière dont on a eu de travailler et qui effectivement agrège autour de nous, on le verra, pas mal de personnel effectivement et d'interventionnistes, cliniciens, chercheurs et autres. Et on a donc, je dirais, un projet assez holistique sur ces tumeurs. Alors où on en est sur ces cancers, bon, je pense que j'ai affaire
un public averti, donc je ne vais pas trop m'étendre, hein. Les tumeurs MSI sont des tumeurs donc, déficientes MMR, comme ça a été précisé, donc ont une haute instabilité du génome à l'échelon nucléotidique, qui sont fréquentes, hein. J'ai souvent entendu dire que c'était des cancers rares, mais en fait, c'est des cancers fréquents, hein. Si on prend l'image de tumeurs qui représentent peut-être 4-5% des tumeurs au global en clinique. Et en fait, elles ont les caractéristiques, c'est le paradigme de la tumeur chaude avec donc un haut niveau de mutagénèse et en regard, bah, effectivement, une immunité antitumorale réactionnelle qui est forte, adaptative, avec donc quelque chose qu'on a remarqué très vite, hein, des infiltrats cellulaires très importants, T, cytotoxiques, mais qui ont été rapidement effectivement identifiés comme très régulés dans leur fonctionnalité avec ces fameux checkpoints qui les priment et qui aujourd'hui, quand ils sont ciblés, bah, permettent de réactiver l'immunité et faire que, comme Romain l'a montré, d'être le paradigme de la réussite de ces immunothérapies. Donc nous, on se situe dans ce contexte au niveau, je dirais, recherche et objectif. Et en gros, bah, comme j'ai essayé de vous le préciser, au sein de l'équipe et au sein de ce CIRIC Curamus qui connecte l'équipe donc, à tout un consortium clinique autour de nous, on a des objectifs qui sont aujourd'hui ceux que j'ai essayé de résumer là. Aujourd'hui, c'est important d'aller voilà, on a une thérapie qui est efficace de plus en plus, qu'il faut continuer à améliorer, mais sur ces cancers. Mais l'idée, c'est quand même aujourd'hui d'être le plus précoce déjà dans la détection de ces tumeurs, et notamment dans les formes familiales, le Lynch, le CMMRD, qui est une forme grave du syndrome de Lynch chez l'enfant. Donc ça, c'est un objectif important en diagnostic, aller identifier ces formes familiales au plus précoce. Il y a notamment le fait de le faire en mettant au point des méthodes diagnostiques qui soient adaptées à quelque chose qui est aujourd'hui un screening des patients, je dirais, modernes, notamment en utilisant le séquençage de nouvelles générations. Il y a évidemment continué cette course de la médecine de précision en allant de plus en plus vers des identifications de ce que représente l'immunothérapie, quand elle est efficace, quand elle peut au contraire se confronter à certaines résistances chez les patients, et c'est d'aller au-delà de ces résistances. Et puis on a des connexions avec les humanités médicales, et notamment Romain Cohen qui est assez actif dans le domaine aussi en collaboration sur les inégalités relatives aux patients et concernant leur accès à ces soins de précision. Donc nos objectifs, clairement, dans le cadre de cette mandature CIRIC, notamment, hein, qu'on a déposée là en 2022 pour les 5 années qui viennent, donc on est à peu près à mi-mandature, et on connectique donc avec le FHU, je pense que ça pourrait être intéressant de développer tout ça dans le cadre de cette seconde mandature. Ben, il y a, premièrement, je dirais, d'un point de vue un peu fondamental, mécanistique, c'est d'aller plus loin dans tout ce qui est la mécanistique, je dirais, de la tumorigénèse MSI, qui part de ces cellules tumorales, hein, qui sont MMR déficientes, qui sont hautement instables. Et en fait, elles ont vraiment un mode de tumorigénèse qui est très particulier parce que non seulement elles sont hyper instables sur leur génome, mais en plus, je dirais que les zones d'instabilité sur lesquelles elles vont l'être sont dictées, je dirais, par leur structure. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, même elles ont une instabilité nucléotidique au global qui est accrue, elles sont instables dans des zones particulières du génome que sont les microsatellites. Et donc, si vous réfléchissez à ça, c'est vraiment très spécial. C'est-à-dire qu'on a un modèle hyper instable sur un plan génomique, mais sur des zones très particulières déjà fixées à l'avance. Donc ça induit beaucoup de conséquences et on pourra en reparler. Donc on essaye de continuer dans la progression de ce modèle, je dirais, d'un point de vue génomique et derrière sur le fonctionnel qui suit.
On a décidé, et bon, c'est pas très original au vu de ce qui se passe en thérapeutique, mais de effectivement, je dirais, approfondir ce qu'on connaît du micro-environnement de ces cancers, parce que, comme je vous le disais, c'est le paradigme du cancer chaud, hyper humain, hyper bruyant vis-à-vis de l'immunité, mais pas seulement, il y a tout un micro-environnement stromal autre, desmoplastique, une matrice qui peut être très variable d'un patient à l'autre et qui fait le pronostic aussi de la maladie. On est en train de le démontrer. Et tout ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans l'objet, je dirais, bulk tumoral MSI et qu'on essaye d'appréhender de plus en plus en pan-cancer. Et enfin, donc l'idée de tout ça, bah, c'est de faire converger toutes ces approches d'une manière translationnelle vers un raffinement encore de la précision thérapeutique pour les patients. Donc en raffinant l'immunothérapie avec, donc, comme l'a dit Romain, des monos, des combothérapies, à qui on donne ces lignes de traitement, quelle est effectivement leur efficacité, mais aussi éventuellement leur toxicité. Donc on a tout un tas de projets comme ça qui sont en cours. On a réussi à être granté par différents organismes pour ça et on essaye d'avancer. L'important, c'est qu'on essaye aussi d'aller en pan-cancer. On a souvent été, et on continuera à l'être, ciblé sur l'organe phare qui est le côlon, de par la fréquence de ces tumeurs. Mais on va aller vers le cancer gastrique, de l'endomètre et vers les tumeurs rares, et notamment sur des aspects diagnostiques. Alors là, je vous ai mis deux petits exemples de ce qu'on peut... pardon, là, ça s'est effacé, non, c'est ça? De ce qu'on peut avoir comme idée d'une recherche qu'on fait dans ce CIRIC et au niveau de l'équipe. Ça peut être une recherche assez basique, comme je vous le dis, où par exemple on remet en question et on réinterroge la notion d'instabilité microsatellitaire dans ces tumeurs. Je sais pas, voilà. Et donc, on a montré que récemment, eh bien, en fait, il y avait une instabilité qui était non codante dans l'ADN, au-delà de l'instabilité codante, qui notamment entraînait des anomalies d'épissage des gènes en dehors de mutations codantes qu'on connaissait jusqu'alors. Et tout ça, et ce serait susceptible de jouer un rôle, notamment dans les premières phases de l'oncogénèse. Et puis, on a des travaux un peu plus translationnels, comme celui que j'ai montré en bas, qu'on a publié aussi, et sur les séries de Romain et les essais cliniques auxquels on a accès, où on essaye de, comme je vous le dis, définir des signatures prédictives de l'efficacité de l'immunothérapie. Donc là, dans les cancers colorectaux métastatiques, à partir de readout, RNA-seq, whole exome. Et l'idée, c'est d'avoir des outils comme ça qui vont accompagner le patient, les cliniciens, pour aider la thérapie de précision et les choix qu'on peut avoir dans ce contexte. Voilà l'équipe. Donc l'équipe, elle est multidisciplinaire. Putain, décidément, j'ai un problème. C'est cool, oui. L'équipe, elle est multidisciplinaire. Évidemment, c'est important dans le cadre de cette recherche que j'ai décrite, hein. Donc, on a un staff recherche avec des chercheurs statutaires et des postdocs qu'on accueille. Il y a un staff médical qui est hyper important et vous avez des brillants participants ici présents avec Romain et Patrick, et avec des référents d'organes, puisque donc, ça ne vous a pas échappé, mais si c'est une maladie pan-cancer, même si on est très axé sur le digestif. Et important, je pense, et peut-être dans le cadre de collaboration avec Glimmer, on a monté, et ça, merci au CIRIC, déjà dans le premier mandat du CIRIC, je dirais un staff de bioinfo. Et maintenant, on a un plateau de bioinfo qui fonctionne pas mal sur le site, en connexion avec Mésu et Jussieu sur le site, pour faire tourner vraiment de la bioanalyse au niveau omique. Et là, on est en train de développer des approches pour aussi travailler sur l'image avec des data scientists en collaboration avec le SCAI à Jussieu,
Tout ça, ça se fait donc dans le contexte d'une pluridisciplinarité sur ces cancers. Voilà, je voulais faire ce rapide résumé et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Alex. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde juste s'il y a des questions dans le chat. Moi, j'en ai une parce que j'ai jamais posé, mais pourquoi pas. Alex, est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce qu'on est à 100%, quasi 100% d'efficacité dans les rectum MSI, mais qu'on tombe à un petit 2 tiers dans les estomacs? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence euh, par organe sur l'efficacité de l'immuno? Est-ce que c'est la question qu'on est en train, qui Ouais, arrive petit à petit, tu vois? c'est une super question. Pendant longtemps, on a cru que c'était, comme tu sais, le niveau d'instabilité et notamment ces scoring, TMB, MSI. Et voilà, on a plutôt avec toi battu en brèche cette idée et démontré que c'était plutôt faux, hein. Donc moi, à mon avis, c'est des spécificités d'organes et c'est des spécificités qui, en plus du phénotype MSI, font que par organe, tu as une résistance plus ou moins accrue et des caractéristiques justement qui font que les tumeurs, en dehors de leurs caractéristiques MSI, elles ont d'autres caractéristiques qui font qu'elles vont être plus ou moins résistantes. Et par exemple, dans l'estomac, on est en train de démontrer que tu as une dépendance à une chaperone qui est HSP 110, que tu connais, et qui effectivement joue un rôle hyper important dans les cancers gastriques MSI, et qui, quand elle reste exprimée dans ces tumeurs, en fait, leur permet, parce qu'elle est exprimée à très haut niveau, d'avoir un niveau de résistance à tout type de thérapie, je dirais, chimiothérapie, immunothérapie, etc., qui est assez exceptionnel. Donc je pense qu'effectivement, il faut aller chercher ça dans des caractéristiques d'organes, au-delà de cette dénominatoire MSI qui est pan-cancer. On a Donc, une à question. montrer. Pardon. On a une question dans le chat d'Hugo Montemont sur le syndrome de Lynch et inflammation chronique liée au Mickey. Là, je vais résumer la question globalement, c'est de savoir s'il y avait une association entre Mickey et syndrome de Lynch. Je crois que Monsieur Baugerie était présent sur le webinaire. Je ne sais pas si Alex, tu avais des infos sur le sujet. Bah, je pense que Monsieur Baugerie serait bien plus à même de répondre que moi, donc je vais lui laisser la parole Il, juste après il- moi. Pour moi, il n'y en a pas, mais oui. au moins, on a démontré, et notamment avec Laurent, que les Mickey étaient un terrain pour effectivement l'émergence de tumeurs MSI, notamment dans tout ce qui est tube, hein, pas que le côlon, et effectivement qu'il y avait là-dessus quelque chose à faire cliniquement d'intéressant. Mais je laisse Laurent Oui, peut-être. mais il me semble que Monsieur Baugeret avait fait un ou plusieurs papiers sur le sujet et de mémoire, il n'y avait pas particulièrement d'association entre instabilité Non. microsatellitaire et les cancers colorectaux induits par l'inflammation dans la Mickey. Si, il y en a, enfin, il n'y a pas de lien entre Lynch et Mickey. Je sais pas, Patrick, tu me diras si je dis une connerie, mais je pense pas. Non, non, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Ce sont Ah, deux maladies on est d'accord. distinctes. Oui. En revanche, il y a clairement euh, une émergence et une incidence du MSI dans les cancers digestifs sur Mickey qui est quand même particulièrement importante, quoi. Oui, Romain? Bah, simplement que c'est des données qui sont compliquées parce que le Mickey cancer sur Mickey, c'est quand même pas très fréquent. Donc, d'avoir des données épidémiologiques propres pour savoir s'il y a un surrisque ou pas, c'est compliqué. En pratique, on a deux soucis. On a un souci que cancer MSI sur Mickey, on a un peu peur de faire de l'immunothérapie du fait de la contre-indication, je considère comme étant relative à l'immunothérapie sur une maladie inflammatoire, même si on peut le faire, on l'a fait. Deuxième point, c'est que quand cancer non MSI sur Mickey, on a sacrément du boulot à faire parce qu'on est vraiment nul et que c'est des cancers qui sont euh, agressifs pour le moins. C'était En fait, ce plutôt. qu'on avait démontré, nous, plus précisément, pour effectivement être plus précis, parce que ça me revient, c'était que quand tu avais un âge jeune de survenue d'un cancer
MSI. Bon, il y avait le lynch, évidemment, mais il y avait aussi les MIT à éventuellement comme contexte sous-jacent éliminé, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions dans le chat? Non. Alors, ça va. Hop, je vais partager mon écran. Merci à tous les présentateurs. Merci Patrick, merci Alex, merci Romain et Jean-Baptiste. Merci pour ce premier lundi de la FHU. Je vais rebondir sur les prochaines dates clés de la FHU Glimmer. Un mot sur la communication de notre FHU. Nathalie, tu voulais dire Juste quelque chose? Oui, juste pour vous rappeler que la FHU est présente sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, X et Blue Sky. Donc, n'hésitez pas à taguer la FHU pour qu'on augmente la visibilité le plus possible de ce qu'on est en train de faire. Et concernant vos publications, n'hésitez pas aussi à indiquer l'affiliation FHU. Je crois qu'on a déjà 7 papiers donc depuis la création de la FHU où la FHU est mentionnée, donc ce qui est plutôt chouette. Et le site internet et la newsletter sont en cours de préparation par Mina et le Work Package 5. Pour la prochaine date, le prochain lundi de la FHU, on vous attend nombreux pour le 10 novembre à la même heure, donc à 18h, sur un sujet un peu plus, des sujets un peu plus variés, microbiote et Mickey avec le professeur Harry Sokol, les innovations en chirurgie digestive par le professeur Jérémy Lefebvre et le professeur Dre, endoscopiste, qui vous présentera la robotique et l'intelligence artificielle en endoscopie digestive. Merci à tous, merci aux intervenants, merci pour ces sujets franchement intéressants et on vous attend tous pour la prochaine session le 10 novembre à 18h.